Swag. Eh bien, nous sommes repartis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Je regarde. Oui, tout fonctionne à merveille. Ce week-end, respect de Polydomso. Ce week-end, Derek Brunson versus Darren Till. Polydomso versus Rust. Ça y est, on y est. L'affrontement final. Et oui, oula, les gens sont déchaînés dans le chat, calmez-vous. Donc là, c'est finalement l'UFC London qui est délocalisé à Vegas pour raison de coronavirus. Il y a un main event qui s'annonce particulièrement intéressant. Les débuts de quelqu'un qui est particulièrement attendu aussi, on a eu énormément de demandes, c'est Paddy the Baddy Pimblett qui fait ses débuts à l'UFC. Alors messieurs, est-ce qu'on commence par le main event ou est-ce qu'on y va crescendo? Comme d'habitude, vous choisissez. Crescendo, Poli? Ouais, on va pas, une fois n'est pas costume, quoi. On va essayer de suivre la tradition. Non, juste un petit astérix que là, en début à mes risques et périls, en début d'intervention, c'est juste, ça fait chier quand même ce décalage là à cause du polydomso. À cause du coronavirus. C'est qu'on a perdu quand même des beaux combats à cause des visas, quoi. Moi, franchement, Thomas Spinal, Sergei Pavlovich, je l'attendais ce combat. Là, ça fait chier. Bon, j'ai rien contre Sergei Spivak, mais c'est un peu. Quand même, c'est pas le même challenge. Ça fait chier. C'est pas pareil. Donc voilà, c'est juste, je voulais juste dire ça et puis vas-y, on peut commencer. Absolument. Eh bien, formidable. Allons-y. Est-ce qu'on commencerait pas par Charles Jourdain contre Julian Erosa? Julian Erosa. Bah chaud. Allez, Charles Jourdain qu'on apprécie particulièrement, qu'on a déjà interviewé. Canadien, québécois, cocorico, Polydomso, c'est parti. Bah non, mais c'est clairement pour Charles Jourdain qu'on va regarder ce combat. Il devait faire face à quelqu'un d'autre. Pareil, il y a eu des remplacements. Alors je me souviens plus, en plus il devait combattre quelqu'un d'assez intéressant, qui a été remplacé du coup par Julian Erosa. Qui c'est qui devait affronter Charles Jourdain? Alors je suis en train de faire mes petites recherches. Charles Jourdain devait... Ah mais oui, Leron Murphy. Et c'est un Murphy, mais oui. Putain. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. J'aime beaucoup Leron Murphy en plus. On l'aime tous. Murphy. Et il me fait kiffer. Ouais non, je le kiffe. Et j'avais bien aimé son combat contre Zubaira Tukhugov. J'ai trouvé que c'était intéressant. Non, il était vraiment propre. Donc c'est dommage qu'on le voit pas. Après c'est cool de se préserver des prospects. Et en revanche, autant j'adore Leron Murphy, autant Julian Erosa. T'adores qui ça? Leron Murphy, autant Julian... Ah non, ok, merde, je voulais que tu refasses le call-out à la Bruce Buffer. Non, c'est plus Leroy Jenkins pour ceux qui ont joué à World of Warcraft. Et bref, et donc non, c'est moi, Julian Erosa, il en est à son 3e run à l'UFC. Enfin, comment on veut dire, et pour moi, il est aussi excitant que la pub Poltron et Sofa avant les vidéos YouTube. C'est comme ça. Enfin, j'ai rien contre lui, c'est malheureux, c'est vraiment un journeyman, il est revenu plusieurs fois et tout, mais la façon dont il a de combattre, c'est assez insupportable en fait. Enfin, c'est pas très agréable, c'est pas il est bon hein, attention hein, faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. C'est juste que il est pas très agréable à regarder combattre. Et je pense que là clairement, c'est plus un peu on l'a fait venir parce qu'il fallait trouver un remplaçant et parce qu'il fallait faire un peu briller aussi Charles Jourdain. Donc après, on n'est pas à l'abri d'un upset parce que autant il est chiant, mais il est aussi tricky à combattre, il est longiligne et il a beaucoup d'allonge et il est grand pour la catégorie. Et il a tendance, tu sais, un peu à tout le temps céder le terrain, à gagner un peu au point, mais pas de la bonne manière. Tu vois, c'est pas comme ce que nous a fait Giga Chikadze là, tu sais, où un coup à droite, un coup à gauche, puis il te contre à ce moment-là. C'est pas propre comme ça. Il y a des moments où carrément il trottine dans la cage et tout. Enfin, c'est frustrant. C'est un peu frustrant, un peu pénible à regarder. Et bon, pour ne rien vous cacher, hein, je vais être en transparence là encore une fois aussi. Je lui en veux personnellement d'avoir déraillé Mehdi Baghdad pendant la saison du TUF. C'était le TUF avec Conor McGregor et franchement c'était les boules parce que Mehdi Baghdad avait fait une des meilleures intimidations qui soit en face. Et pour finir par un des combats les plus chiants de cette saison là du TUF. Donc c'était vraiment pas cool. Donc voilà pourquoi j'ai un peu la dent dure contre Julian Erosa. Bien. Oui, et puis c'est vrai que juste c'est simplement pour Leron Murphy, c'est vrai que ça fait chier parce que lui aussi était un prospect, un vrai gros prospect.
Et le fait qu'on ne le verra pas, c'est vrai que ça, voilà, c'est frustrant aussi, ça fait chier. Bon, il reviendra vite, mais voilà, petit pincement, quoi. Petit pincement au cœur complètement, mon cher Rust. On avance donc avec Jack Shore contre Sholinian en short notice, donc Jack Shore 14-0. Pour Inomso, est-ce qu'on peut vraiment miser justement notre maison, celle de la voisine, celle de la sœur de la voisine, sur Jack Shore? Et là, pareil, encore une fois, un peu de petite déception parce que Jack Shore devait affronter quelqu'un d'un peu meilleur aussi. Putain, j'ai oublié. Oui, qui a été cuté de l'UFC dans la foulée de sa blessure. Ah ouais, carrément Oui. cuté de l'UFC. Ouais, D'accord, ok. complètement. Donc c'est génial. Bah là, dans ce combat, clairement, là, oui, je pense qu'on peut. Enfin, je dirais pas. Moi, personnellement, je miserais pas ma baraque, tu vois, parce que je suis quelqu'un de plutôt prudent. Donc à la base, on devait avoir Jack Shore contre Saïd Nurmagomedov, qui a été remplacé par Zviad Lachishvili. C'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Saïd Nurmagomedov que j'avais dont je me souvenais. Et là, ça aurait été un rude accueil quand même, hein, je vous cache pas quand même pour Jack Shore, mais ça aurait été très intéressant. Là, je pense quand même il est confortable là sur le match-up qu'ils lui ont mis, là. Il est quand même en favori. À l'aise. Ouais, bah juste attention à pas se faire surprendre parce que c'est vraiment la classique où du coup il est censé affronter quelqu'un quand même d'un certain profil au niveau du prospect qu'on attend, la personne de Saïd Nurmagomedov. Par deux fois, il change d'adversaire. Enfin, c'est vrai que là, du coup, il est presque en mode, il a plus grand chose à gagner et il prend quand même un petit risque. Il le fait parce que bah c'est son premier combat, il faut qu'il combatte. Mais enfin, c'est toujours le traquenard, ce genre de combat. Tu prends un short notice, le mec se blesse, donc un autre short notice. Tu dis oui parce que tu veux combattre à l'UFC, tu veux y aller. Mais ça pue toujours un peu ces situations, quoi. Always, it's stinky out there. 100% d'accord avec Rust. Moi, j'ai tendance un peu à sous-estimer ce genre de détails, mais c'est vrai que pour la préparation mentale d'un combat, ça peut vraiment être extrêmement piégeux, ce genre de fantaisie, hein, ça c'est clair. Mmh. On est d'accord. On avance avec, en ouverture de main card, Paddy Pimblett qui fait donc ses débuts tant attendus à l'UFC, superstar du Cage Warriors, qui débute face à un adversaire que vous connaissez si vous suivez les Frenchies, Luigi Vendramini, qui s'est récemment incliné face à Fares Ziam. Il a eu un dernier round avec un petit peu de succès, et là, selon toute vraisemblance, hein, c'est quand même un combat qui est fait pour faire briller Paddy Pimblett. Mais ça va être chaud, hein. Ça va être chaud quand même. Ouais, parce que Luigi Vendramini, pour le coup de là, c'est un peu compliqué comme accueil. Là, ça me fait penser un peu Will Brooks quand il était venu à l'UFC, on lui avait filé Alex Oliveira, qui est pas facile en fait comme combat. C'est pas le meilleur, mais c'est pas un cadeau, ouais. Et c'est pas un cadeau. Et pareil, Luigi Vendramini, il est dangereux, quoi. Il met des KO. Il est agressif et il lâche pas l'affaire parce que contre Fares Ziam, il était, je pense, outclassé sur les 2 premiers rounds. Vraiment, il y avait un différentiel technique et Fares Ziam était bien dans son groove. Mais de mémoire, hein, parce que je l'ai pas revu depuis, mais sur le 3e round, c'était chaud, hein. Moi, je me souviens, là, tu dis qu'il avait un bon succès. Moi, je me souviens que c'était quand même tendu sur le 3e round. Oui, c'est ça, sur le 3e round, c'était très chaud, mais les 2 premiers, ils géraient tranquillement. Ah oui. Mais bon, du coup, c'est un adversaire qu'on peut pas sous-estimer, clairement pas. Et bon, après, Paddy Pimblett est très bon, mais c'est juste pour dire que en combat d'accueil, bah c'est la classique UFC, quoi. Ils te font pas de cadeau quand t'as un nom à l'extérieur et que t'arrives. C'est extrêmement rare qu'ils te fassent un cadeau comme ça. Généralement c'est te mettre au pas, quoi. Ils te disent bah tu penses que t'es au niveau, mais bon quand même. On se souvient de Prosalka qui a eu Volkanos Debir en combat d'accueil. Enfin, ou Junior Dos Santos qui prend Verdum, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, méfions-nous pour Paddy Pimblett. Après, je pense qu'il est quand même favori sur le papier. Mais c'est typiquement le genre de combat qui peut vraiment, ça peut être un coup de réalité, ça, tu vois, parce que c'est vrai que Paddy Pimblett, les adversaires auxquels il fait face, c'est plus souvent des adversaires de niveaux régionaux, alors de ce qui se fait de mieux dans le niveau local, quoi, mais enfin européen, on va dire. Pas régionaux mais européens, mais là pour le coup on arrive là à un stade où là tu affrontes des mecs qui sont au niveau mondial, quoi. Et Vendramini, bah il a des victoires à l'UFC, il a fait un beau combat contre Fares Ziam. C'est pas facile. Ouais, non, c'est sûr. Et d'ailleurs, Paddy Pimblett, il me semble qu'il a battu Charles et Rosa. Oui, je confonds avec Charles Rosa, mais Julian et Rosa au Cage Warriors, il me semble. Mais et c'est vrai que Paddy Pimblett, c'est vraiment intéressant parce que complètement Rust. Et sur 5 rounds d'ailleurs, si je ne m'abuse. Rust est une légende. Ouais.
Et c'est pour ça que c'est ça qui est cool avec Paddy Pimblett, c'est qu'il arrive quand même avec vraiment des trucs intéressants. Déjà, premièrement, au-delà du fait qu'il a fait des 5 rounds, il a l'habitude, et il a affronté des noms, quoi. Il a affronté Sorenbach aussi. Et c'est bon, il a perdu en revanche, mais il a donc affronté Sorenbach. Et en fait, mais parce qu'il a affronté, il a gagné contre des noms aussi au Cage Warriors. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et surtout, il est très spectaculaire. Paddy Pimblett, en fait, au niveau du style, alors ils n'ont pas du tout la même manière d'opérer, mais en fait, dans la généralité, il me fait un peu penser à Bryce Mitchell, en fait, dans le sens, c'est un gars, son gros point fort, c'est le sol. Donc, en fait, ce qu'il va essayer de faire à tout prix, c'est t'amener au sol pour t'y terminer. C'est des gars qui ont des personnalités ultra hautes en couleur, mais vraiment, enfin, c'est Paddy Pimblett, l'UFC ne s'y trompe pas, ils sont déjà en train de faire du truc avec BT Sports. Le mec, il a pignon sur rue pour tout ce qui est les interventions, médiatiques, etc. Parce que l'UFC le sait, c'est un mec, il vient de Liverpool, un peu comme Darren Till, un peu comme Molly McCann, etc. C'est des gens ils ont la vanne facile, ils ont la répartie facile, ils sont vraiment hauts en couleur, etc. En plus, il a un look bien à lui. Enfin, c'est vraiment, il est pas surnommé le Beatles pour rien. Enfin, c'est pas son surnom officiel, mais tout le monde l'appelle un peu comme ça. Et donc, c'est un gars qui a cette grosse personnalité, très gros sol. Et en fait, debout, il est un peu chelou parce que, un peu comme Bryce Mitchell, en fait, à première vue, je sais pas, il donne un peu l'impression de pas être très bon. Mais en fait, c'est un peu comme des gars comme soit Bryce Mitchell ou même Tim Elliott. Je me souviens en flyweight, c'est des gars, ils sont tellement étranges dans le timing qu'ils ont et dans la manière qu'ils ont de striker qu'en fait, régulièrement, ils surprennent les mecs. En fait, régulièrement, ils les touchent bien. Tu dis, il fait un vieux middle pété, mais en fait, sauf que c'est le moment qui est bizarre où il le met, sauf que c'est en interception. Enfin, c'est très bizarre, mais ça semble à peu près marcher, en fait. Donc, je sais pas exactement ce que donnera Paddy Pimblett. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas forcément d'espoir qu'il ira très loin. Mais en tout cas, ça va devenir, je pense, quelqu'un de vrai. Ouh là là, dans le chat, je suis sûr qu'il se passe des saletés. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je me permets de te couper. Oh, dans le chat. À propos de Paddy Pimblett. Il a une tête à se faire racketter Gare du Nord, mais il a les compétences pour fumer n'importe qui. Ouais, c'est un peu long, mais ça pourrait être son surnom aussi. Ça me rappelle la vidéo du mec qui se bagarre Gare du Nord. Je pense que tu te souviens de cette vidéo, Rust. Ouais, c'est pas grave, on en reparlera. C'est pas grave. Oui. C'est plus un private joke, mais c'est vrai que oui, voilà, tout ça pour dire que je ne sais pas s'il ira loin à l'UFC, mais en tout cas, je pense qu'il ira médiatiquement, il sera mis en avant, il va lui-même se mettre en avant parce que ça fait partie du jeu, qu'il a les compétences pour vraiment faire des combats spectaculaires et en gagner. Donc, honnêtement, j'ai juste envie de le voir pour le combattant qu'il est, et même pas forcément nécessairement pour le voir aller le plus loin possible, mais juste parce qu'il est intéressant, tant au niveau personnalité qu'au niveau compétences martiales, quoi. Ben voilà, si ça n'arrive... C'est solide, ça. Mais oui, complètement. Là, vous êtes convaincus de toute façon. Ensuite, on avance avec deux personnalités assez intéressantes, mais sur des dynamiques différentes. Donc, d'un côté, Modestas Pukauskas, CG Light Heavyweight, face à Khalil Rountree. Khalil Rountree, c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il a une carrière un peu en dents de scie, en tout cas ces dernières années. He's Bangkok ready. N'est-ce pas, Polydomso? C'est le moins qu'on puisse dire, c'est dommage. Khalil Rountree, c'est un mec assez intéressant. J'aime bien, il y a eu des progressions dans son jeu. C'était plutôt un striker brawler initialement avec avec du punch, et puis il y a eu on rigole avec Bangkok Ready, mais c'est vrai qu'il a eu ce moment où il s'est redécouvert un intérêt pour le Muay Thai. Il est parti en Thaïlande, il a vraiment fait le truc, et c'était dans son combat contre Eric Anders. Oui, j'avais un autre. Vraiment, c'était vraiment visible. Il y avait eu un gros travail en Muay Thai, on sentait. C'était en fait après sa défaite il me semble contre Johnny Walker, où il avait justement cherché à améliorer son Muay Thai parce qu'il s'était fait surprendre en clinch et tout. Donc il y a eu un progrès, et c'est vrai qu'il progresse, et il a accroché des scalps qui sont intéressants. Il a battu Gokhan Saki par KO. Enfin, donc c'est quelqu'un, on s'ennuie jamais en fait en le regardant combattre Khalil Rountree. Le problème, je pense que malgré toutes ces progressions et tout, il y a tu vois, je pense qu'il atteint très rapidement son plafond de verre en fait, malheureusement, parce que il y a des choix en fait pendant les combats qui sont peut-être pas tout le temps judicieux, et il y a aussi une constance dans la concentration. En fait, c'est bizarre parce que ce que je vais dire, c'est un peu immatériel, c'est pas un truc de tangible. Je peux pas dire à tel moment il baisse la main alors qu'il devrait pas la baisser, à tel moment il fait zig au lieu de faire zag, ou à tel moment il va avoir un déplacement qui va le mettre en danger par rapport à son adversaire. C'est pas tellement ça, c'est juste que
on a l'impression que parfois Khalil Rountree, il est dans l'intensité, il va observer quelque chose, il va tout de suite saisir l'opportunité. Je pense notamment à son contre Gokhan Saki, où il a tout de suite repéré un pattern chez Gokhan Saki. Et il faut le faire quand même de repérer un pattern chez un champion, une légende de kickboxing en striking en plus. Donc c'était vraiment intelligent de sa part. Et il y a des moments où il est carrément absent, il n'y a pas de garde, et il se fait surprendre, il se fait bousculer. Je pense notamment à son KO contre Johnny Walker où c'était évident, quoi. Il est en clinch, il se défend même pas, il se fait surprendre. Ouais. C'est très bizarre, on dirait qu'il laisse en fait, tu vois, il laisse un trou dans son combat, dans son attention en fait, plus que ça. Donc ça, je pense que c'est un problème de concentration et d'intensité en fait dans le combat. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens, ils sont tout le temps focus, tout le temps concentrés, d'autres qui ne le sont pas tout le temps, malheureusement. Et c'est peut-être une des choses qui explique que Khalil Rountree, parmi tous les autres facteurs, parce qu'il y en a énormément d'autres, hein, sûrement, qu'à mon avis, au plus haut niveau, c'est difficile pour lui, c'est compliqué. Il peut toujours gagner un combat, mais il va en gagner un, il va en perdre deux. Enfin, c'est un peu comme ça. Et donc là, pour le coup, bon, là, ils l'ont mis contre un adversaire qui, à mon sens, est à son niveau, qui est un peu pareil dans le même genre, moins connu, malheureusement. Et bon, j'ai plus l'impression que c'est pour le faire briller lui, parce que clairement, c'est mieux pour l'UFC d'avoir un mec comme Khalil Rountree qui, bon, même s'il perd, même s'il a un bilan négatif, bah, tu vas pas te faire chier en regardant ses combats. Il est là et do or die, tu vois, il meurt ou il tue. Et ça, c'est intéressant. En plus, il a une personnalité extrêmement sympathique, donc je pense qu'ils vont le garder. De toute façon, s'ils le gardent pas, enfin, je trouverais ça scandaleux qu'ils gardent un mec comme Sam Alvey qui est genre à 8 défaites d'affilée et qui est pas très sympathique en plus de ça et qui vire Khalil Rountree alors que ils ont besoin dans cette catégorie de mecs comme Khalil Rountree, tu vois. Et donc voilà, donc je pense que bon, là clairement, c'est un combat un peu pour qui gagne contre 2 défaites consécutives de chaque côté. C'est ça, et je te dis, ils en sont un peu au même point, c'est un peu le même genre, ils ont pas le même style du tout, ils ont pas la même personnalité du tout, mais je te parle en tant que type de combattant et en tant que prétention qu'ils peuvent avoir sur la catégorie. Ces gens-là, à mon avis, n'iront jamais dans le top 5, n'iront peut-être même pas dans le top 10, peut-être maximum, mais je pense que c'est leur horizon indépassable. Vraiment, je serais très surpris. Et je serais content que Khalil Rountree me surprenne, hein, d'une certaine manière, parce que je l'apprécie comme combattant, mais je serais très surpris que ça aille au-delà de ça. Et après, en revanche, ce sont des gens qui sont agréables à regarder combattre. Donc, moi, je pense que voilà, c'est un combat plus pour faire briller Khalil Rountree. J'ai l'impression que le striking de Khalil Rountree est quand même plus aiguisé que celui de Modestas. Donc voilà, ce que j'en ai à dire. Et j'ajoute quand même point important. Mille excuses, c'est Wire qui vient de nous le rappeler. La main carte commence à 22h. C'est pas beau ça quand même. C'est formidable. 22h hors français. Ah, donc ils sont restés à... Ah, bien. Oui, ils sont restés Exactement, mon cher Rust. Donc on poursuit avec donc Alex Morono qui a peut-être ou pas, l'avenir nous le dira, envoyé Donald Cowboy Cerrone à la retraite, qui affronte David Zawada. Là aussi, un combat qui a été changé au fil des mois puisqu'à l'origine, il devait affronter Sergei Kondosko. Alors, Polydomso, Alex Morono va-t-il confirmer après sa coming out party d'il y a quelques mois? Bon, je pense que oui. Genre, j'aime bien ce que fait David Zawada. Hein. C'est pareil, c'est un acteur solide de la catégorie. Après, je pense que clairement, c'est là pour le coup. Encore une fois, David Zawada, il a déjà perdu plusieurs fois au sein de l'organisation. Je pense que pareil, là, en termes de prétention et de jusqu'où il peut aller, on a à peu près vu. Très rapidement, on arrive à identifier, tu vois, quand un combattant est dans l'organisation depuis quelques combats, jusqu'où il peut aller. Et sauf s'il se réinvente ou s'il y a un appel d'air parce qu'il y a, je sais pas, un champion qui part, plusieurs personnes qui changent de catégorie, c'est très rare en fait que il y en a qui arrivent à le faire. Hein. On se souvient par exemple de Rafael dos Anjos qui s'est réinventé comme ça alors il avait un peu ce statut-là de mec qui était bon mais qui avait pas ce qu'il fallait, tu vois, pour percer le top 10 et qui bon a fait avec Kings MMA, Rafael Cordero qui s'est réinventé, qui est devenu champion. Donc c'est toujours possible, hein. Mais je pense quand même que Zawada là pour le coup c'est plus un gars qui assure justement le côté filler, tu vois, des cartes, et il a un bon niveau, donc on peut le mettre en main card et ce sera pas honteux. Là il va bien tester, je pense, Alex Morono, mais je pense quand même qu'Alex Morono est favori. Il me semble, hein, en tout cas. Et on avance avec le combat féminin, Ariane Lipski que et attends, ça fait 2 combats que Rust ne dit rien. Moi, je m'insurge. Ça aurait été très bien que ça reste tel quel, puisque je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Exactement. Rust se réserve pour le co-main et le main event. On l'a ramené, les gars, faut le préserver, Rust, parce qu'ensuite, ça va être la guerre. Si, Rust aura quelques mots à dire sur le co-main. Là, on a quand même un combat féminin, donc Ariane Lipski que vous avez sans doute découvert lors de l'UFC Fight Island avec une soumission complètement folle, depuis un peu plus compliqué pour elle, avec 2 défaites consécutives par
TKO. Face à elle, quelqu'un que je ne connais pas du tout, Mandy Baum, mais qui a un bilan de 7-0 en MMA. Oui, qui fait son premier combat à l'UFC, me semble. Il me semble, peut-être je me trompe, peut-être on en a fait un avant. Alors là, pour le coup, je pense que chez les femmes, le niveau vraiment varie énormément. Et faut pas se. Alors j'aurais tendance à, pour le coup, parce que bon, je vais pas vous cacher. C'est effectivement son premier combat à l'UFC. Ouais. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les combats de cette personne justement, dont j'ai oublié le nom là, tu vois, pour vous dire. Mandy Baum. Mandy Baum et Ariane Lipski. Oui, mais point trop n'en faut quoi. C'est vraiment à petite dose. C'est pas vraiment trop ce que j'apprécie le plus en fait. Donc j'aurais tendance à. Non, mais bon, voilà quoi. Il y a un moment donné, il faut choisir ce qu'on regarde, ce qu'on regarde aussi. Et non, mais je dis ça, c'est juste que on peut pas tout voir non plus. Et je pense quand même que là, clairement, il faut pas se laisser abuser par les deux défaites en fait de Ariane Lipski. Je pense que je vais la favoriser elle quand même par rapport à Mandy Baum. Mais après, je peux être surpris parce que pour le coup, là, je vous le dis en transparence, encore une fois, c'est la 4e fois que j'utilise ce mot là sur ce podcast. Il va falloir que je me calme. Mais je la connais pas en fait. Mandy Baum. Donc là, je me réfère juste à leur palmarès respectif et je pense que au vu du palmarès respectif de ces deux femmes, je vais plutôt aller du côté de Lipski. Bon, bah voilà, avançons en toute transparence, je savais pas que Polydome soit utilisé plusieurs fois ce mois. Alors, on avance avec le Common Event Thomas Spinal contre Sergei Spivak. Ne vous fiez pas au bilan des deux hommes. Certes, Thomas Spinal est à 10-2, mais c'est un immense espoir de la catégorie heavyweight face à Sergei Spivak qui est à 13-2, qui n'a pas affronté le même type d'adversaire et surtout, qui officie là en tant que remplaçant en short notice, puisqu'à la base on devait avoir Sergei Pavlovich qui devait aussi affronter Cyril Gane il y a de ça quelques mois. Malheureusement il a dû être opéré, donc on n'a pas vu ce combat là. Sergei Pavlovich qui avait démarré à l'UFC avec un choc face à Alistair Overeem et qui depuis, mine de rien, s'est fait un petit nom. 2 victoires par KO, il me semble, contre Marcel Gold, mais je sais plus qui d'autre. Oui, il me semble. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Alors franchement, c'est pas cool pour Thomas Spinal de ce changement. Enfin, en termes de match-up, ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. Sergei Pavlovich, c'est quand même plus un striker. C'est un mec un peu spécial qui a une allonge de dingue. Je crois qu'il a 84 inches d'allonge. Enfin, c'est délirant. C'est un peu à la Sonny Liston, qui a des gros points, qui a un jeu qui est plutôt simple, il fait pas beaucoup de trucs de fou, mais en revanche, faut pas trop le laisser s'exprimer parce qu'il a du pouvoir de KO, il a des bonnes combinaisons de main, il a une bonne rapidité de main. C'est juste contre Alistair Overeem, je pense qu'il y avait eu un décalage de niveau énorme là pour le coup. Rendez-vous compte, vous êtes accueilli à l'UFC par Alistair Overeem, quoi, c'est pas cool. Et en plus de ça, sur le premier round de mémoire, je pense qu'il touchait un peu Alistair Overeem. Bon, et après c'était au sol où clairement il y avait 2, 3, 4 niveaux d'écart entre les deux. Ça s'est vu très vite en fait, qu'il était vraiment hors de sa ligue, Pavlovich. Mais bon, après, il s'est rattrapé et franchement, quand il met la marche avant et qu'on subit son anglaise, ça fait pas plaisir. Pour le coup, ça fait pas plaisir. Et moi, j'avais hâte de voir ce combat parce que pour le coup, Thomas Spinal, c'est un très bon boxeur pour des lourds et pour en MMA. Toute proportion gardée, je suis pas en train de vous dire qu'il pourrait battre les Tyson Fury, les Tyson Fury de ce monde, mais c'est juste que par rapport à l'UFC chez les lourds, c'est ce qui se fait de mieux en fait. Il a une très bonne rapidité de poing, il a des bons mouvements de tête, il a un bon footwork. On n'en demande pas beaucoup plus en fait pour les heavyweights. Et je pense que peut-être que le pouvoir de KO et la puissance brute était vraiment du côté de Pavlovich, mais sur ce qui était en termes de richesse et de palette technique, on était plus du côté d'Aspinal. Donc c'était vraiment intéressant parce qu'on aime beaucoup ce genre d'affrontement, tu vois, où t'as un mec qui peut te tuer en un coup et un autre qui a à peu près les outils, tu vois, pour désamorcer justement ça. C'est intéressant, c'est un peu rétire ses coups, c'est cool comme affrontement en fait. Là, on le met face à un grappleur, quoi. Sergei Spivak, c'est un mec qui cherche à t'amener au sol, qui cherche à te soumettre. C'est pas du tout la même menace. Debout, il est quand même moins dangereux que Pavlovich. Alors après, on est chez les lourds, donc il peut toujours se passer un accident, mais il n'est pas réputé pour cogner. Il est réputé en fait pour sa capacité de soumission, pour la lecture opportuniste qu'il a parfois du jeu au sol de ses adversaires. Dès qu'il y a un trou qui se présente, il s'y engouffre avec joie, le Sergei Spivak. Donc ça va être difficile, je pense. Là, c'est une épreuve qui est compliquée pour Aspinal de refaire toute sa stratégie parce que je pense que
quand on prépare un combat face à Pavlovich, on prépare vraiment spécifiquement. Bon, là, va falloir vraiment que tu fasses gaffe à son bras arrière, à son uppercut du bras avant. Va falloir que tu fasses tout ça en termes de mouvement, de footwork et de travail du bras avant pour désamorcer ça. Là, on est face à quelqu'un. En plus, ce qui est terrible, c'est que peut-être que Tom Aspinall avait commencé à travailler des amenés au sol par rapport à Pavlovich parce que c'était une des failles du jeu de Pavlovich. Là, il se retrouve face à un mec où c'est son point fort. Donc ça va être compliqué pour lui d'adapter son jeu et c'est là où on va voir s'il a l'écrin des champions, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi ça être champion, c'est prendre un mec comme ça que t'es pas censé prendre, qui représente tout un type de menaces différentes et t'y adapter avec brio. Donc c'est intéressant pour ça. Je pense s'il y avait eu un camp particulier pour se préparer l'un l'autre, j'aurais favorisé Aspinall très largement par rapport à Spivak, même si Spivak est dangereux, hein, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il a plus de talent et depuis qu'il s'est repris en termes de conditions physiques et qu'il prend vraiment le truc au sérieux, il est vraiment très intéressant à regarder, Aspinall. Là, en revanche, dans les circonstances actuelles, en termes de remplacement et en fait en termes aussi qu'il avait peut-être préparé tout un game plan par rapport à Pavlovich, ça va être beaucoup plus dur pour lui de s'adapter. Donc là, c'est un peu plus tendu. Je pense que ça va être compliqué. Je favorise toujours Aspinall, mais je l'aurais favorisé peut-être à 75-25 avec préparation. Là, je vais le favoriser à 55-45 face à Spivak dans ces circonstances-là. Parole à Russ, parole à la défense. Ben ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que Sergei Spivak, il a 26 ans. Enfin, je pense qu'il doit faire partie des poids lourds les plus jeunes qu'il y a sur le roster. Donc en fait, on pourrait se dire que s'il est là aussitôt, tu sais, ça fait un peu penser à Stefan Struve, c'est-à-dire que tu te dis putain, le mec, t'as l'impression qu'il est éternellement jeune. Il a déjà plusieurs combats à l'UFC en étant vraiment encore assez green, et pourtant il a déjà affronté, donc son dernier combat, le boa constrictor Oleinik, etc. Alors je me souviens avoir vu le combat et n'avoir vraiment pas été impressionné par Sergei Spivak, mais effectivement, comme il dit Poidomso, en fait, il est chiant à combattre en fait. Il est vraiment super retors, et c'est vrai que j'ai envie personnellement de voir Tom Aspinall gagner parce que je pense qu'il a un bien meilleur potentiel. Et pareil, effectivement, il est très jeune aussi, Tom Aspinall, pour un poids lourd, 29 ans. Enfin, le trio en fait, Pavlovich, Aspinall et Sergei Spivak, c'est vraiment des gars qui sont très jeunes pour la catégorie. Donc vraiment qui ont un futur qui est potentiellement intéressant, et particulièrement Pavlovich et Aspinall. C'est peut-être une bénédiction finalement parce que du coup ils ne s'affronteront pas immédiatement, ce qui aurait peut-être pu tuer dans l'œuf l'un des deux prospects. Mais c'est vrai que pour Aspinall, debout, je trouve que il y a vraiment parfois, il a une espèce de flash de brillance qui sont magnifiques. Enfin, je crois que c'était du coup dans son premier combat à l'UFC contre du coup Jake Collier. Je crois que c'était dans ce combat-là où il met un espèce d'enchaînement qui est, je crois que c'était un genou avec un direct derrière même bras. Enfin, je sais que c'était un enchaînement pas orthodoxe et pas académique, mais vraiment j'étais impressionné de ce degré de technique. Alors évidemment il y a de la répétition, mais il y a aussi probablement un petit peu d'opportunisme, mais mêlé à une technique vraiment très raffiné, qui fait que j'étais vraiment impressionné par Thomas Aspinall, quoi. Et puis sa dernière apparition contre Arlovski, Arlovski commençait à lui donner quelques petites réponses en anglaise, mais est magnifique. Boom, power double des enfers, et il l'a soumis en 2 secondes, quoi. Enfin, donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de ressources, qui est extrêmement talentueux, qui fait du bien à la catégorie poids lourd. Et donc, j'ai juste envie qu'il gagne contre Spivak, puisque Spivak, je lui prédis pas un grand avenir. Il a pas forcément grand chose pour lui, même physiquement, il est pas athlétique au point où tu te dis Johnny Walker, il peut faire des trucs de dingue, même s'il a pas une technique de ouf. Donc j'ai juste envie effectivement aussi que Thomas Aspinall triomphe, même si ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pense à première vue. Bien, avançons avec le main event, Darren Till contre Bronson. Puisqu'on parle de personnes qui n'ont pas forcément un grand avenir, commençons par Darren Till. Donc Darren Till là qui alors sort... celle-là, elle va se payer dans le sang, celle-là. Elle va se payer dans le sang, exactement. Darren Till qui sort d'une défaite face à Robert Whittaker, donc ça fait un certain temps qu'il n'a pas combattu. Face à lui, Derek Bronson, qui officiait autrefois en tant que gatekeeper, et là qui s'est véritablement trouvé Derek Bronson, alors qu'il est dans la dernière partie de sa carrière, là qui est sur 2 belles victoires face à Edmond Shabazian, puis face à Kevin Holland. Alors, que va-t-il se passer samedi prochain? D'un côté, mais il est même sur 4, je crois, d'affilée. Oui, mais je veux dire plutôt face à de véritables noms, parce qu'il y a eu aussi Yana Enish, bien évidemment, oui. Donc 4 victoires consécutives pour Derek Bronson. D'un côté, Poidomso voit plutôt une victoire de l'Américain, de l'autre, Rust voit une victoire de Darren Till.
Oui, ben, en fait, c'est. Alors déjà, je vais en profiter pour dire comment dire ce que j'ai dit en off, mais je vais le redire parce que c'est Darren Till, et du coup, tu seras le seul à l'entendre, Polydomso. Mais mais c'est le fait que Parce que ça, visiblement, ça saoule Guillaume, donc. ouais, visiblement, ça ne l'intéresse absolument pas. Ouais. Mais c'est oh bon, ouais. Mais c'est le fait que bah déjà, oui, c'est vrai, il a perdu son dernier combat contre Robert Whittaker. Putain, vraiment. Contre le dernier roi d'Écosse. Et donc, il a perdu son dernier combat effectivement contre Whittaker, mais bah déjà, il a pas démérité. C'est-à-dire que pour moi, c'est un combat que Robert Whittaker a clairement gagné, mais c'était vraiment serré. Enfin, je trouvais que c'était serré et techniquement. Robert Whittaker l'a dit lui-même, c'était un des combats les plus techniques et stressants qu'il ait jamais fait de sa vie. Honnêtement, ce genre d'accolade de la part de Robert Whittaker, enfin pour moi, c'est quand même une sacrée gommette verte dans le cahier, quoi. Et ça rajouté au fait que bah, son autre combat en middleweight, c'était donc contre Gastelum. Et si je me souviens bien, c'était une split décision, mais qui, en revanche, celle-là, à mon sens, était plutôt claire pour Darren Till. Et si je me souviens bien aussi, hein, tu me diras si t'es d'accord pour les Domso, mais pour Gastelum, pour moi, il avait clairement l'avantage technique. Il avait vraiment trouvé les bonnes solutions pour nullifier le jeu de Kelvin et il le dominait. Et contre Robert Whittaker, il a eu aussi ses moments de brillance, même si au fin des fins, Robert Whittaker avait pris l'avantage. Donc en fait, vous allez me dire ce que tu en pensez et tu vas me dire ce que tu en penses, Podiumso, mais pour moi, Derek Bronson, c'est un gars qui a toujours eu clairement du mal contre les strikers d'élite. Même lorsqu'il l'emporte, bon, il y a cette exception, bon, il y en a forcément peut-être d'autres aussi, mais Lyoto Machida qui était lui aussi un southpaw comme Darren Till et qui lui aussi avait un style. Ouais, en fin de vie, c'est vrai, ça commençait à être un peu dur. Mais n'empêche que Derek Bronson avait réussi à surprendre et mettre KO Lyoto Machida. Ouais. Mais généralement, quand même, dès qu'il y a, même contre Kevin Holland, il y a eu des moments où clairement il a eu super chaud Derek Bronson contre Adesanya, contre Jacare Souza, il s'est fait mettre KO, contre Romero, il s'est fait mettre KO. Enfin, quand quelqu'un a soit la puissance et la rapidité, soit un répertoire technique qui le dépasse complètement, mais généralement contre Bronson, c'est quand même, ça va facilement du côté du très bon striker si celui-ci est capable d'arrêter les takedowns. Contre Edmen Shabazian, ça n'a pas été le cas. Contre Kevin Holland, ça n'a pas été le cas. Donc, il a été mis en danger contre Kevin Holland, mais comme il a réussi à le mettre au sol, il a réussi à le dominer pendant 5 rounds sans discussion. Contre Edmen Shabazian, c'était très bien joué et magnifique. Mais je trouve que Edmen Shabazian, je sais pas, ce combat, je l'ai pas trouvé impressionnant et j'ai trouvé qu'il manquait de puissance pour mettre en respect d'Eric Bronson. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je vois Darren Till plutôt gagnant parce que je me dis, il a quand même une grosse défense de takedown. Il s'est fait surprendre, oui, par Whittaker sur des laser takedown, mais Whittaker, c'est Whittaker encore une fois. Et debout, je vois le répertoire technique, la puissance et la vitesse de Darren Till mettre en danger Derek Bronson. Voilà. Alors, Polydomso. What you think, Paulie? Non, mais attends, j'accorde quelque chose à Russ. C'est vrai que Darren Till, on pourrait se laisser abuser sur son bilan, mais il ne perd que contre les meilleurs, en réalité. Mm-hmm. Parce qu'il a perdu contre Whittaker, il a perdu contre Masvidal, et il a perdu contre Woodley. Bon, cette défaite vieillit mal actuellement, mais bon, c'était Woodley qui en avait encore quelque chose à faire, quoi. Enfin, vraiment, qui clairement, parce que, enfin, faut pas oublier que Woodley, son règne en champion de welterweight, c'est un beau règne. C'est terrible parce que là, on voit les 4 combats qu'il perd d'affilée, plus là, ce qui s'est passé avec Jack Paul. Mais il faut pas oublier, enfin, faut pas que ça retire ce qu'a été Woodley, ce qu'a représenté Woodley. Et quand il était encore au taquet, ça représentait un casse-tête vraiment compliqué à résoudre, en fait, Woodley. Il faut pas nier ça. Donc, il ne s'est incliné que face au meilleur ou face au tout bon. Je suis d'accord avec toi sur le fait que sa performance contre Gastelum était très belle. C'est un exemple de punch and clutch. Ce qu'on explique comme stratégie, c'est tu frappes et au lieu d'attendre le retour, t'accroches et tu nullifies le retour. Parce qu'on avait vraiment peur, comme il avait montré que il n'avait pas une boxe très conventionnelle, Darren Till. Alors ça marche la plupart du temps, mais contre quelqu'un qui a une bonne rapidité de main et qui va repérer les patterns, il peut se faire surprendre. C'était ce qui s'était passé face à Masvidal, qui avait repéré que par exemple quand il reculait tête haute et en ligne droite. Et c'était comme ça qu'il avait chopé le timing à un moment donné, il l'avait vraiment sanctionné comme ça. Et on avait peur, moi c'est pour ça que j'avais donné Gastelum gagnant à l'époque, parce que Gastelum, il avait des mains rapides et on s'était dit, oh putain, le match-up là, c'est sévère, tu vois, comme combat en poids moyen. Et il avait tout de suite corrigé ça. Et il n'avait pas refait les mêmes erreurs contre Masvidal. Donc c'est un combattant qui a énormément de ressources, qui a beaucoup de talent. Moi je vais
plus pencher du côté de Brunson. C'est pas tellement en termes de talent ni en termes de préparation, c'est plus en termes de match-up. Et je pense que le Brunson qui est plus serein, qui est plus tranquille, qui se jette moins sur ses takedowns, et qui cherche moins peut-être à précipiter les choses, parce qu'il était anxieux, parce que ses défaites les plus catastrophiques à Brunson, c'est contre Adesanya et contre Whittaker, et c'est des défaites qui ont à peu près la même gueule. C'est un Brunson qui, dès le début, dès que la cloche sonne, va se jeter, mais comme un malade, quoi. Il a le buste et la tête en avant par rapport à ses pieds, il n'a pas de protection, et c'est comme ça, en fait, qu'il se fait sanctionner par des mecs. Bon, tu montres pas ta tête 2 fois à Adesanya, quoi. Le gars, il a un laser, il va te sanctionner, quoi. Et là, depuis qu'il a pris le temps, il avait besoin, justement, d'enchaîner les victoires. Si tu veux, on l'a mis face à des adversaires qui étaient d'un calibre moindre. Il a battu Théodorou, il a battu Enish, ça l'a mis en confiance. Il a battu Shabazian, il a gagné encore plus de confiance. Il a battu Hollande, alors là, la confiance est meilleure. Et ça se sent, tu vois, qu'il se précipite plus, quoi. Et là, il installe son striking. Alors, certes, c'est pas ouf ce qu'il fait en striking, mais ça lui permet, dans un second temps, d'amorcer sa lutte. Et là, en fait, on se rend compte que, il a une très bonne lutte. Il a un très bon contrôle et il frappe fort. Donc, il en faut pas beaucoup plus. Et c'est un calibre d'adversaire qui est difficile à rencontrer. Et je me demande si Darren Till est capable de faire face à ça, en fait. Face à ce type d'adversaire en middleweight. Donc, c'est pour ça que j'aurais tendance à privilégier un peu Brunson. Après, si Darren Till met KO Brunson, ça me surprendrait pas non plus. Tu vois. Enfin, on rigole, on taquine un peu Russ parce que c'est marrant de dire que Darren Till va perdre, quoi. Mais pour moi, ce serait pas étonnant. C'est un combat qui est très serré, c'est un combat qui est très intéressant pour l'avenir de la catégorie. Je pense que les deux peuvent offrir quelque chose de très beau s'ils gagnent ce soir-là. Autant Derek Brunson que Darren Till. Peut-être c'est mieux, c'est préférable si c'est Darren Till qui gagne. Ça, j'accorderais ça aussi également à Rust, pour le coup. Mais je vais aller Brunson par décision, par split décision. Voilà. Oh là là, et 33% de takedown accuracy, donc de réussite au takedown pour Brunson, en termes de chiffres. C'est ce que A-Wire nous dit. Oui, mais bon, c'est parce qu'il y a des combats où il a fait n'importe quoi, en fait. Je pense qu'il défonce sa moyenne. Tu prends le combat contre Whittaker, il tente je sais pas combien de takedowns, il se jette en avant, c'est pas terrible. Contre Adesanya, ouais. Ouais, contre Adesanya aussi. Alors que sur ses derniers combats contre Shabazian, par exemple, j'ai trouvé que justement les succès en takedown étaient meilleurs. Enfin, de mémoire, j'ai pas la stat en tête, mais je pense que c'est pour ça. Alors, messieurs. Du coup, tu vois split décision pour Derek. Ouais. Moi, je pense que je vais rester sur Darren Till et je vais mettre un KO. Je vais mettre un KO au deuxième round. Et parce que même si on ne peut qu'être d'accord, c'est factuel avec tout ce que vient de dire Polydomso, je pense néanmoins que il est quand même plus solide en takedown de défense et plus difficile à surprendre Darren Till que même s'il vient de welterweight paradoxalement, que Shabazian et que Kevin Holland. Et du coup, je le vois difficilement être surpris, que ce soit en clinch ou que ce soit en takedown au milieu de la cage, par Derek Brunson. Et même s'il est effectivement beaucoup plus précautionneux debout, ça l'aidera peut-être en défense à peut-être moins rapidement prendre l'eau, mais je vois mal au niveau des offensives quelque chose qu'il a apporté sur ses derniers combats qui me dit clairement il va pouvoir faire jeu égal, je pense. Et encore 82% de takedown de défense pour Darren Till Rust en carrière. Donc voilà, de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut absolument se tromper tout ce temps qu'on est, mais je vais mettre un KO round 2 pour Darren Till. Ok, on peut pas tous se tromper, Terreuse, t'as pas le droit de te tromper. Alors, et pour ma part, je mets un KO de Darren Till au deuxième round. Je mets un KO de Darren Till au deuxième round. Voilà, donc n'hésitez pas aussi vous. Décision. Oui. il vaut mieux pour toi. Il vaut mieux pour toi. En tout cas, donc réponse samedi soir, en plus là pour une fois horaire européen, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà donc pour cette UFC Fight Night délocalisée donc à Las Vegas dans le Nevada. Ouais, sinon la plupart des gens de toute façon il y avait pas mal de questions sur Jake Paul et Tyron Woodley, on en a parlé les gars ce matin. Mais sinon là pour Badr Hari et donc pour cette UFC, je pense qu'on est complet sur la question. Voilà messieurs, on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Pea. My Sweet Protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. Brunson, Till, Polydomso, Rust, que le meilleur gagne. Allez, à très vite. Oui, Bon pas.
Aïe, aïe.